Takže dobrý večer, začneme. Znovu říkám, že ti, kdo si chtějí ještě sednout, je možno tady vpředu vzít si černé polštáře vzadu a tady si sednout dopředu před první řadu. Takže dobrý večer, já vás tady vítám všechny jménem generálního ředitele Národní galerie v Praze, který je bohužel nemocný, nemůže tady být. Je nám velikou ctí, že můžeme přivítat na půdě Národní galerie tak významného francouzského filozofa, jakým je Jacques Rancière. Vidím, že nemá sluchátka, tak já mu to řeknu ještě francouzsky. Bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir ici au nom du directeur général de la Galerie nationale de Prague un philosophe aussi important que Jacques Rancière. Bienvenue aussi à son excellence l'ambassadeur de la République française et le conseiller culturel de l'Institut français. Vítáme tady také francouzského velvyslance a kulturního radu francouzského institutu. Jsme rádi, že jste přišli v tak hojném počtu. Tato přednáška se koná dodatečně v rámci konference, která se konala v listopadu ve francouzském institutu a byla věnována francouzské filozofii v letech 1968 až 89 a partneři této konference, takže i této přednášky jsou vlastně organizátoři této konference a je to Filozofický ústav Akademie věd, Univerzita v Princetonu, Národní galerie, Francouzský institut, časopis A2 a nakladatelství Suture, takže těm všem děkujeme za spolupráci a já teď předám slovo Johanu Lutelekovi, který večer krátce uvede a který je jedním z hlavních organizátorů této přednášky. Anna, merci infiniment de nous accueillir ici à la Galerie nationale. Effectivement, l'accueil de Jacques Rancière et le produit est un produit collectif et le résultat d'un effort collectif. Et donc, il me plaît de remercier de nouveau l'Académie des sciences et tout particulièrement l'Institut philosophique. Encore une fois, la Galerie nationale, mais aussi nos partenaires médias, la revue A2, également la maison d'édition Suture qui sont donc ici à l'origine de cette soirée. Quelques mots très brefs avant de céder la parole à Jacques Rancière. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'un des traits qui domine l'œuvre et la pensée de Jacques Rancière depuis de longues années, c'est la question de l'émancipation. Alors cette émancipation à travers ses processus d'élaboration, également les formes diverses que cette émancipation prend. Et c'est ce qui a amené Jacques Rancière à s'intéresser tout particulièrement à des figures très singulières du XIXe siècle. Ce sont les penseurs utopistes, comme Louis Cabet. Ce sont aussi des figures moins connues. C'est par exemple celle de Joseph Jacotot, un pédagogue du début du XIXe siècle, qui a joué un rôle central dans les processus donc de pédagogie à cette époque-là. Les recherches récentes donc, de Jacques Rancière portent également et sont à la confluence de l'esthétique et du politique. Et elles s'intéressent tout particulièrement à l'univers du roman, à la façon dont le roman, dans son régime moderne, porte le regard sur ce que l'on pourrait appeler les plus humbles. Et donc c'est dans cet interstice-là que se joue aussi le politique. Sur ces quelques paroles, je vous souhaite par avance une excellente soirée et je cède la parole à Monsieur Rancière. Bon, je remercie d'abord, disons, les organisateurs et organisatrices de cet événement, à savoir les membres du Cercle axiomatique de Prague, Jana Berankova, Michal Hauser, Nick Nesbitt et Joe Feinberg. Je remercie la Galerie nationale qui nous accueille, l'Institut français et toutes les institutions qui ont collaboré à cette soirée. Bon, je remercie aussi les traducteurs et traductrices. Les réflexions que je proposerai aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'un travail sur la fiction dont je dois d'abord rappeler les principes pour éviter certains malentendus. La fiction est le plus souvent assimilée à l'invention d'êtres
et de situations imaginaires auxquelles on oppose la réalité solide. Pourtant, nous le savons au moins depuis Aristote, la fiction est tout autre chose que la production d'êtres imaginaires. Elle est une structure de rationalité. Elle est un mode de présentation qui rend des choses, des situations ou des événements perceptibles et intelligibles. Et elle est un mode de liaison qui construit des formes de coexistence, de succession et d'enchaînement causal entre des événements et qui donne à ces formes d'enchaînement la modalité du possible, du réel ou du nécessaire. Or, cette double opération est requise partout où il faut produire un certain sens de réalité et formuler son mode d'intelligibilité. Reconnaître cette nécessité de la fiction n'a rien à voir avec aucune forme de relativisme. Il ne s'agit pas là de la vérité ou de la fausseté des faits. Il s'agit du mode de rationalité selon lequel on lit des faits. Ainsi, politiciens, journalistes, sociologues ou historiens font œuvre de fiction chaque fois qu'ils doivent nommer des sujets, identifier des situations, lier des événements et en déduire ce qui est possible ou impossible. Mais le fait est qu'ils l'oublient volontiers afin de se réclamer de la seule réalité. Et un bon moyen pour cela consiste à prendre la fiction littéraire comme objet d'étude et à montrer qu'elle ignore ou qu'elle dissimule les réalités de l'économie, de la politique ou du conflit social. En effet, révéler la réalité cachée derrière la fiction, cela permet d'éviter de s'interroger sur les formes fictionnelles qu'on utilise soi-même. C'est pourquoi, parfois, il peut être utile de retourner le jeu. Retourner le jeu, cela veut dire utiliser les formes de la fiction déclarée pour questionner le sens de réalité construit par ces discours qui prétendent être simplement l'expression des choses comme elles sont. En effet, la fiction déclarée a un privilège épistémologique. Tout simplement, elle n'a pas besoin de nier son caractère fictionnel. Au contraire, elle rend visible, comme objet d'une construction, ces modes de présentation des faits et de liaison des événements qui se donnent ailleurs comme la simple expression de la réalité objective. C'est pourquoi elle est plus propre à nous enseigner les multiples manières de créer un sens de réalité et de lier ce sens de réalité à un certain ordre du monde. En effet, la fiction déclarée ne veut pas se contenter, comme les autres, d'opposer la fiction à la réalité. Elle doit explorer la différence plus radicale qui sépare la fiction de l'absence de fiction, qui sépare le « il arrive quelque chose » de « il n'arrive rien ». Or, c'est sans doute lorsqu'elle se tient sur cette frontière séparant le quelque chose du rien que la littérature acquiert son plus haut pouvoir. C'est là aussi peut-être qu'elle acquiert sa signification politique la plus radicale. Cette proposition peut sembler paradoxale, et pourtant, c'est exactement la conclusion du livre le plus accompli consacré à l'histoire de la fiction littéraire en Occident. Je veux parler du livre d'Erich Auerbach, publié en 1946, Mimésis, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Dans son dernier chapitre, Auerbach saluait un livre où il voyait à la fois le couronnement suprême de la littérature occidentale, mais aussi la promesse d'une vie commune de l'humanité sur la Terre. Or, des livres qui brassent les tourments et les espoirs d'une humanité en mutation, il n'en manque certainement pas. Mais celui que choisit Auerbach est apparemment bien loin de toutes les grandes épopées de la condition humaine. Il s'agit en effet de La promenade au phare de Virginia Woolf, roman qui raconte
une soirée et une matinée faites de petits événements insignifiants dans le cercle de famille d'une maison de vacances dans une île. Et le passage qu'il choisit de commenter pour justifier son affirmation nous raconte vraiment le plus insignifiant des événements domestiques. La maîtresse de maison, Mrs. Ramsay, tricote pour le fils du gardien de phare une paire de chaussettes qu'elle essaye sur les jambes de son fils. Bon, comment est-ce que cette soirée estivale dans une famille petite bourgeoise peut annoncer l'avenir de l'humanité? 2 chapitres plus tôt, le même Auerbach définissait le cœur du réalisme romanesque moderne. Celui-ci, disait-il, ne peut représenter l'homme qu'engagé dans une réalité globale, politique, économique et sociale en pleine évolution. Or, apparemment, cette réalité globale, économique, politique, sociale a fondu en l'espace de 2 chapitres. Mais ce qui semble aussi avoir disparu avec elle, c'est cet enchaînement des actions qui faisait le cœur même de la fiction romanesque. Or, c'est justement cette double perte de l'histoire globale et de l'enchaînement des actions que déplorait un autre théoricien du roman, Georg Lukács, dans les années 1930. À ce moment-là, Lukács dénonçait une évolution qui allait du primat de la narration active au règne de la description passive. Le réalisme véritable, pour lui, était incarné par les romans de Balzac. En effet, Balzac mettait en scène des personnages complets qui luttaient pour atteindre leur but. Et ainsi, les combats qu'ils menaient pour atteindre leur but permettaient de montrer la dynamique des conflits sociaux et notamment l'expansion du capitalisme. En revanche, le déclin du roman était attesté 30 ans plus tard par les romans de Zola, parce que la narration des actions y cédait la place à la description des choses. Zola, nous dit Lukács, décrit les formes du processus social comme des choses inertes, des natures mortes, alignées l'une après l'autre, l'une à côté de l'autre. De là, selon Lukács, on arrivait avec James Joyce à ce point extrême de la fragmentation de l'expérience qui transformait même la vie intérieure des personnages en quelque chose, je le cite, de statique et de réifié. Or, apparemment, c'est bien le même chemin que suit Auerbach quand il va de Balzac à Virginia Woolf. Or, ce chemin, apparemment, se détourne en même temps de l'agencement construit des intrigues fictionnelles et, disons, de la grande histoire. Or, Auerbach donne à cette évolution une signification qui renverse complètement la perspective. Pour lui, les micro-récits de Virginia Woolf ne détournent pas des enjeux de la communauté humaine. Au contraire, ils ouvrent vers son avenir. Et s'ils le font, ce n'est pas bien que Virginia Woolf ruine cet agencement d'action qu'on tenait pour le principe de la fiction, mais parce qu'elle le ruine. Je cite ici Auerbach. Ce qui arrive ici, chez Virginia Woolf, est exactement ce qui a toujours été tenté par ce genre d'œuvre, mais pas toujours avec la même pénétration ni la même maîtrise. C'est de mettre l'accent sur la circonstance quelconque et de l'exploiter non au service d'un enchaînement concerté d'actions, mais pour elle-même. Fin de citation. C'est quand même une affirmation extraordinaire. Auerbach nous dit « L'achèvement suprême de la fiction réaliste occidentale, c'est la destruction de cet enchaînement concerté d'actions qui pourtant semble être la condition minimale de toute fiction. C'est le privilège donné à la circonstance quelconque qu'il appelle aussi le moment quelconque. Comment penser cet achèvement en forme de destruction radicale? Et comment est-ce que le règne du moment quelconque
peut présager une nouvelle vie commune sur la Terre. Bon, Auerbach ne répond là-dessus que par des considérations banales. Sur le contenu de ces moments quelconques, ils concernent, nous dit-il, les choses élémentaires que les hommes ont en commun. Mais Auerbach en a dit assez auparavant pour nous laisser percevoir que le commun, qui est en jeu dans le moment quelconque, ne concerne pas le contenu du temps, mais sa forme même. S'il y a une politique de la fiction, elle ne vient pas de la manière dont celle-ci représente la structure sociale et les conflits sociaux. Elle ne vient pas de la sympathie qu'elle peut susciter pour les opprimés ou de l'énergie qu'elle peut engendrer contre l'oppression. Elle vient de cela même qui la fait être comme fiction, c'est-à-dire une manière d'identifier des événements et de les lier les uns aux autres. Le cœur de la politique de la fiction, pour le dire en bref, c'est le traitement du temps. Bon, la chose après tout était connue depuis l'Antiquité et elle avait reçu sa formulation exemplaire au 9e chapitre de la Poétique d'Aristote. À ce 9e chapitre, Aristote expliquait en quoi la poésie est plus philosophique que l'histoire. C'est, dit-il, que la poésie, c'est-à-dire pour lui, non pas la musique des vers, mais la construction d'une intrigue fictionnelle, la poésie dit comment les choses peuvent arriver. Elle dit comment, donc, elles arrivent comme conséquence d'un enchaînement de causes et d'effets. Donc, la poésie ou la fiction se caractérise en prenant le temps comme principe de rationalité. En cela, elle s'oppose à l'histoire ou à la chronique qui nous dit seulement comment les choses arrivent l'une après l'autre dans leur succession empirique. Ainsi, pour Aristote, l'action tragique nous montre l'enchaînement des événements par lequel des hommes passent de l'ignorance au savoir et de la fortune à l'infortune. Bon, pas n'importe quels hommes, il est vrai, mais des hommes, nous dit-il, qui doivent être d'une renommée et d'une situation élevée. En effet, pour passer de la fortune à l'infortune, il faut appartenir au monde de ceux dont les actions dépendent des chances de la fortune. Pour subir le malheur tragique, qui est dû non à un vice mais à une erreur, il faut être de ceux qui peuvent commettre des erreurs, parce qu'ils peuvent se proposer des grands desseins et s'exposer ainsi au coup de la fortune qui inverse les effets attendus. Donc, la rationalité poétique des enchaînements nécessaires ou vraisemblables s'applique à ces hommes que l'on disait actifs, actifs parce qu'ils vivent dans le temps des fins, les fins que l'action se propose, mais aussi cette fin en soi que constitue cette forme privilégiée d'inaction que l'on nomme le loisir. Ce temps-là s'oppose clairement au temps des hommes dits passifs ou mécaniques, non pas parce qu'ils ne font rien, mais parce que toute leur activité est enfermée dans le cercle des moyens qui visent les fins immédiates de la survie et que l'inaction pour eux n'est jamais que le repos nécessaire entre des dépenses d'énergie. Donc, la fiction construite est plus rationnelle que la réalité empirique décrite. Et cette supériorité est celle d'une temporalité sur une autre. Bon, ces deux thèses d'Aristote fondent, pour un temps qui n'est pas encore fini, la rationalité dominante ou classique de la fiction. Et elle la fonde sur une hiérarchie qui n'avait pas besoin d'argumenter parce qu'elle appartenait à ces évidences qui structurent un monde, la hiérarchie des formes de vie qui distingue les hommes actifs des hommes passifs par leur manière même d'habiter le temps, par le cadre sensible de leur activité et de leur inactivité. Bon, on peut alors se poser la question, est-ce que cette hiérarchie des temporalités qui soutenait la rationalité fictionnelle classique n'a pas été détruite à l'âge moderne? En particulier, est-ce que le marxisme n'a pas retourné le jeu? Avec le marxisme, en effet, c'est justement le monde obscur de la production et de la reproduction de la vie matérielle
qui devient le principe même de la rationalité causale. C'est l'histoire définie à partir de son cœur, la production de la vie matérielle, qui oppose sa rationalité aux arrangements arbitraires de la fiction. Et cette histoire ouvre à ceux qui en saisissent les lois l'avenir d'une humanité sans hiérarchie. Donc on peut dire Marx renverse l'opposition, mais renverser une opposition, c'est encore maintenir ses termes et la structure de leur rapport. Et de fait, la science de l'histoire a repris à son compte la hiérarchie des temps. Sans doute cette science n'est-elle plus ce vain savoir que les héros tragiques acquéraient trop tard en passant de la fortune à l'infortune. Au contraire, cette science donne à qui la possède la vision de l'enchaînement des causes et les moyens d'ajuster les moyens aux fins en vue d'un bonheur à venir. Mais elle ne le fait qu'en opposant à nouveau deux temps, le temps des hommes actifs, le temps des enchaînements des causes connus par la science, mis en œuvre par ses détenteurs, et en face, il y a le temps des hommes passifs que leur occupation matérielle oblige à demeurer dans la caverne où les choses apparaissent seulement les unes après les autres, dans une contiguïté que rien n'ordonne, sinon les mirages de l'idéologie. Donc, au fond, comme forme de récit, la science marxiste de l'histoire est encore aristotélicienne. Et c'est tout naturellement que, lorsqu'elle prend la fiction littéraire en compte, elle va marier ses raisons aux raisons de la vieille hiérarchie fictionnelle. Et c'est justement ce que fait Lukács lorsqu'il oppose deux temporalités. D'un côté, le temps narratif du roman réaliste authentique. Celui-ci nous décrit, dit-il, les actions de personnalités complètes, et ces personnalités, en poursuivant leur fin à leur propre risque, nous révèlent la structure de la réalité sociale et de l'évolution historique. De l'autre côté, du mauvais côté, il y a le temps successif, le temps réifié des natures mortes, du roman naturaliste ou de la fragmentation joycienne de l'expérience. Donc, c'est peut-être cette complicité entre la nouvelle rationalité scientifique et la vieille rationalité fictionnelle, c'est peut-être ça que pressent Auerbach au moment de finir son livre, et alors même qu'il lit ce qu'il appelle le réalisme sérieux des temps modernes, à la représentation de l'homme, je le cite, engagé dans une réalité globale, politique, économique et sociale en constante évolution. Le problème, c'est que cette réalité en évolution constante ne fait peut-être que reproduire constamment la séparation entre ceux qui vivent dans le temps des causes et ceux qui vivent dans le temps des effets. Aussi, les exemples par lesquels Auerbach illustre les conquêtes du roman réaliste français sont-ils tous des contre-exemples? Ce sont des lieux et des moments où cette fameuse évolution globale semble suspendue. C'est chez Balzac, dans Le Père Goriot, la salle à manger à l'odeur de renformé de la pension Vauquer. C'est chez Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, l'ennui des dîners et des conversations à l'hôtel de la Mole. C'est encore dans Madame Bovary l'ennui des déjeuners dans la salle à manger humide de la maison conjugale. Bon, apparemment c'est une contradiction, mais cette contradiction a sa logique. C'est que le réalisme sérieux, c'est aussi, et même d'abord pour Auerbach, la forme de réalisme qui brise l'antique séparation, l'antique hiérarchie, qui vouait justement la représentation des petites gens à des genres bas, comme la comédie ou la satire, en laissant les genres nobles aux personnages nobles. Le réalisme sérieux, c'est celui qui fait au contraire de ces petites gens des sujets susceptibles des sentiments les plus intenses et les plus complexes. Et c'est bien ce que symbolise, dans le roman français, Julien Sorel, le fils de charpentier qui part à l'assaut de la hiérarchie sociale, ou Emma Bovary, la fille de paysan qui part à la conquête des passions idéales.
tous deux sérieux et sérieux jusqu'à la mort, qui sanctionnent leur désir de vivre une autre vie que la vie normalement destinée aux gens de leur condition. Or, vivre une autre vie, c'est d'abord habiter un autre temps que celui du travail et de la reproduction. Et l'ennui, le fait même de s'ennuyer, est l'entrée dans cet autre temps. En effet, normalement, il n'y a pas de place pour l'ennui dans la vie de ces humains dits passifs, dont le temps doit être rythmé par la seule alternance du travail nourricier et du repos réparateur. L'ennui et la rêverie sont, au XIXe siècle, comme des nouvelles expériences du temps. Et ces nouvelles expériences du temps brisent le mur qui séparait les humains en deux catégories selon leur manière d'habiter le temps. L'ennui qu'éprouve le fils d'ouvrier Julien Sorel ou la fille de paysan Emma Bovary, c'est déjà la transgression du partage entre deux sortes d'humains, les humains faits pour l'action et le loisir, et les humains faits pour le travail et le repos. Donc, ce n'est pas du côté de la réalité sociale globale que le partage hiérarchique des temporalités s'est trouvé rompu. C'est au contraire du côté de sa suspension, du côté de l'entrée de n'importe qui dans ce temps vide qui se dilate en un monde de sensations et de passions inconnues. Un monde inconnu pour les imprudents et les imprudentes qui viennent y brûler leurs ailes et leur vie, mais aussi un monde nouveau pour la fiction qui y découvre un mode d'être inédit du temps, un tissu temporel nouveau dont les rythmes ne sont plus définis par des buts projetés, des actions qui cherchent à les atteindre et des obstacles qui les retardent, mais par des corps qui se déplacent au rythme des heures, des mains qui effacent la buée des vitres, des têtes qui s'appuient à une fenêtre, des bras qui retombent, des visages connus ou inconnus qui passent derrière les vitres, des pas sonores ou furtifs, un air de musique qui passe, des minutes qui glissent les unes sur les autres et se fondent en une émotion sans nom. Ce temps que je viens comme ça d'évoquer, c'est précisément le temps d'Emma Bovary, dans le roman de Flaubert. C'est cette journée dont Auerbach a extrait ce fameux déjeuner. Et sans doute c'est un temps désespérant pour l'héroïne qui ne sait pas ce qu'elle attend et ne sait pas que cette ignorance est elle-même une jouissance nouvelle. Mais en tout cas, c'est un temps neuf pour la fiction. La fiction, elle est délivrée de ses attentes qu'elle ne connaissait que trop. Elle est introduite à la multiplicité infinie des sensations infimes et des émotions sans nom dont se composent les vies quand elles sont soustraites à la hiérarchie des temporalités. Et c'est là sans doute le chemin qui déporte la démocratie fictionnelle de la grande histoire, où la science de l'histoire voulait la localiser, vers l'univers des micro-événements sensibles. La révolution démocratique de la fiction, ça n'est pas la grande invasion des masses sur la scène de l'histoire. Et pourtant, elle est bien, comme toute révolution, le mouvement par lequel ceux qui n'étaient rien deviennent tout, comme on dit dans l'Internationale. Et devenir tout dans l'ordre fictionnel, c'est devenir le tissu même au sein duquel et par les mailles duquel des événements tiennent les uns aux autres. La grande révolution dans la fiction, elle a lieu lorsque le tissu par lequel des événements tiennent les uns aux autres est le même par lequel il arrive des événements aux gens à qui, normalement, il ne devrait rien arriver. Tous ces gens qui sont censés vivre dans l'inframonde, dans le temps répétitif, dans la caverne où les choses se succèdent simplement. Le moment quelconque, donc, ce n'est pas simplement celui des activités essentielles auxquelles, dit Auerbach, tous les humains se livrent. La promesse d'humanité contenue dans les moments quelconques de Virginia Woolf, elle ne tient pas à ce qu'il y a partout dans le monde, au même moment, des femmes qui tricotent et qui s'occupent de leurs enfants. Elle tient à l'invention d'une forme de temps
qui n'exclut plus. Le temps de la fiction traditionnelle, il excluait doublement. Il le faisait sur son axe horizontal, parce qu'il faisait de chaque moment une simple transition vers le moment suivant. Et il excluait sur son axe vertical en séparant ceux qui vivaient dans le monde de l'action de ceux qui vivaient dans le monde de la répétition. À l'opposé, le moment quelconque est l'atome d'un temps doublement inclusif. Premièrement, c'est un temps de la coexistence, dans lequel les moments ne se suppriment plus les uns les autres, mais s'interpénètrent et s'étendent en cercles toujours plus larges. Et deuxièmement, c'est un temps sans hiérarchie, un temps fait d'une multiplicité d'événements sensibles également partagés par tous. C'est ce qu'illustre un autre roman de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, histoire d'une seule journée où les promenades d'une femme du monde, de sa fille et de son ancien amoureux dans les rues de Londres expérimentent un espace-temps inédit. Les mêmes événements sensibles, insignifiants, le bruit d'un moteur à explosion ou un avion qui trace des lettres de fumée publicitaires dans le ciel, ces mêmes événements s'étendent de proche en proche et affectent semblablement tous les corps, et notamment tous ceux que l'ordre ancien tenait à l'écart ou rendait invisibles. Mais le moment quelconque n'est pas seulement l'atome d'un temps de la coexistence, c'est aussi le moment de bascule qui se tient sur l'exacte frontière entre le rien et le tout. C'est le monde de la rencontre entre ceux qui vivent dans le temps des événements sensibles partagés par tous et ceux qui vivent dans le hors-temps, où rien ne peut plus arriver. C'est ainsi que, dans le roman de Virginia Woolf, ces cercles du moment quelconque partagés qui se tissent dans les rues de Londres autour de Clarissa Dalloway, ces cercles trouvent leur point d'arrêt dans deux figures limites. Il y a d'abord, sortant d'une bouche de métro, un peu comme du fond de la terre, une forme tremblante, semblable à une pompe rouillée, dont la voix, sans âge ni sexe, murmure un chant inintelligible, sans commencement ni fin. Et il y a, deuxième figure, un jeune homme, déçu dans ses ambitions poétiques et traumatisé par la guerre, dont le délire transforme le tissu des événements sensibles quelconques en révélation d'une religion nouvelle qu'il doit annoncer au monde. Bon, la vieille pompe rouillée se fond, se perd dans le paysage de la ville. Le jeune homme nommé Septimus devra, lui, se jeter par la fenêtre pour échapper aux médecins qui veulent l'envoyer dans une maison de santé. On peut dire alors que la tâche propre de la littérature, c'est de transcrire la puissance de ces moments de bascule entre l'événement et le non-événement, la parole et le mutisme, le sens et le non-sens. Le non-sens sous ces deux figures, la stupidité du défaut de sens et la folie de l'excès de sens. Sa tâche propre, c'est comme de construire avec des mots un monde commun qui inclut la séparation elle-même, qui lie le temps orienté de la journée de Clarissa Dalloway et des passantes qu'elle croise, au temps figé de la vieille pompe rouillée ou au temps désorienté du malheureux Septimus. Mais cette inclusion de l'exclu, ce n'est ni la suppression des différences dans une universalité qui les transcende, ni la reconnaissance de leur coexistence pacifique. Elle est l'inclusion violente dans une forme de communauté sensible de cela même qui l'a fait exploser. Elle est l'inclusion dans un langage de ce qui échappe à ce langage. Cette inclusion, elle a souvent pris la forme d'une ligne précaire, tracée entre le rien et le presque rien, le signifiant et l'insignifiant, l'ordinaire et l'extraordinaire. Et ce tracé a souvent été le privilège de formes spécifiques, des formes brèves, comme le poème en prose ou la nouvelle, récits de visions brèves aux effets incalculables,
de rencontres de hasard qui ouvrent sur le vertige de mondes inconnus, souvenirs évoqués au hasard d'une soirée, d'événements infimes qui révèlent tout d'un coup les profondeurs de passion qui sont recélées dans des vies quelconques. Ces histoires tracent une ligne fragile qui ramène dans le monde commun et le temps commun ceux et celles qui sont oubliés au fond d'un trou ou repoussés dans les marges. Par exemple, l'humble servante d'une nouvelle de Flaubert, habitée de passions bien plus intenses que celle de sa maîtresse, ou bien la rempailleuse de Maupassant qui révèle à sa mort le secret de son amour fou, ou encore ce cocher de fiacre d'une nouvelle de Tchekhov qui raconte à son cheval le malheur qu'aucun de ses clients trop pressés n'a eu le temps d'entendre. Ce travail sur la ligne de séparation entre le rien et le quelque chose marque exemplairement les nouvelles recueillies dans les premières histoires de l'écrivain brésilien João Guimarães Rosa. Premières histoires comme justement des débuts d'histoire, des presque pas histoires. Et l'une des plus simples, une nouvelle de 4 pages seulement, s'intitule « Soroko, sa mère et sa fille ». L'histoire se passe donc dans une petite gare de province, donc au Brésil, dans le Minas Gerais. Et c'est là que, sur une voie de garage, il y a un wagon qui attire l'attention par sa forme étrange et ses fenêtres grillagées. Et autour de ce wagon, il y a une foule lentement qui s'assemble pour attendre celles à qui ce grillage sont destinés, à savoir 2 folles, la mère et la fille de ce Soroko dont nous ne savons rien, tout comme nous ignorons les raisons qui ont rendu ces 2 femmes folles. Elles sortent du néant et elles vont y retourner en entrant dans le wagon qui va les emmener vers un hospice lointain. Ainsi, le récit semble n'être que l'histoire d'une fin sans commencement, l'effet d'un malheur qui, pour ces sortes de gens, est de toujours. Et le récit semble devoir se réduire à la cérémonie d'adieu de la foule anonyme à ces malheurs sans nom. Or, quelque chose de plus se passe, presque rien. Son bras levé, la jeune folle se met à chanter. Un air qui n'a ni ton juste, ni paroles intelligibles. Donc un peu quelque chose comme l'air du bruit de la pompe rouillée de la créature sans âge ni sexe dans Mrs. Dalloway. Or cet air sans ton et sans sens, qui semble définitivement enfermer la jeune femme dans sa folie, va produire tout l'inverse dans le récit de Guimarães Rosa. Il va passer de bouche en bouche, un peu comme sur une scène d'opéra. Il est repris d'abord par la mère, dont la voix s'enfle lentement pour accompagner sa petite fille en un chant interminable. Puis, quand le wagon est parti vers l'hospice, ce chant, cet air est soudain repris en solo par Soroko lui-même, et puis par le cœur même de tous les présents qui le reprend à l'unisson et qui raccompagne Soroko dans sa maison vide. Et nous, on allait avec lui jusqu'où allait cette chanson, dit la dernière phrase du récit. Mais justement, il n'y a pas de limite à ce jusqu'où. La chanson insensée, la chanson du malheur qui est partagée même à travers la ligne, séparant les gens sensés des insensés et ceux qui sont encore là de ceux qui n'y seront plus jamais, cette chanson s'étend maintenant sans fin dans l'interstice du moment quelconque. En brouillant le partage qui sépare le chant humain du bruit des bêtes ou des choses, cette chanson retient à jamais dans un monde commun celles qui ne sont plus là. Mais cette inclusion n'est pas le seul privilège de la fiction brève que sa forme même, en quelque sorte, retient au bord du rien. Elle peut aussi bien être l'œuvre de formes romanesques complexes qui mêlent les temps et les voix. Je pense ici, disons qu'au roman de Faulkner, Le bruit et la fureur. Bon, le roman est connu, au contraire, pour la complexité de sa structure temporelle qui est faite d'allers et retours désordonnés entre 3 journées de 1928 et une journée de 1910. À ce désordre temporel correspond un éclatement du récit entre 4 voies narratives,
une narration objective et 3 narrations subjectives, dont l'une est confiée à un personnage qui vit son dernier jour avant son suicide programmé, et 2 autres à ses frères, le froid calculateur Jason et l'idiot Benji. On sait que c'est la narration de l'idiot Benji qui ouvre le roman et qui lui donne sa tonalité. Or, ce rôle donné à l'idiot par Faulkner, on le considère volontiers comme la simple littéralisation de la phrase célèbre du Macbeth de Shakespeare, qui donne son titre au livre « La vie est une histoire de bruit et de fureur racontée par un idiot et qui ne signifie rien ». Donc Faulkner aurait simplement pris la phrase au pied de la lettre en mettant la narration dans la bouche d'un idiot de naissance qui ne peut rien comprendre à ce qu'il voit et rien coordonner de ce qu'il ressent. Mais cette manière simple de comprendre le monologue de l'idiot se révèle vite intenable. Comment comprendre que cet idiot sourd-muet nous retranscrive fidèlement les paroles qui s'échangent autour de lui et qu'il devrait ne pas comprendre, y compris celles qui parlent de lui en disant qu'il est sourd-muet? Bien loin donc que le roman emprunte la voix de l'idiot muet pour dire que la vie est idiote, il prête, à l'inverse, à celui qui ne parle pas une autre sorte de mutisme. Il lui prête la voix muette de l'écriture impersonnelle, cette voix qui réfute toute hiérarchie des êtres parlants. Il donne donc, on peut dire, la parole articulée au chant inintelligible de la vieille pompe rouillée, sur lequel, chez Virginia Woolf, venait s'écraser le circuit heureux du moment sensible partagé. Donc, il ne s'agit pas de faire dire par un idiot que le monde est idiot. Il s'agit, par l'écriture, de transformer le bruit de l'idiot en parole humaine. Et tout le travail du roman, avec son éclatement des temps et des voix, pourrait se résumer dans 2 phrases de la dernière partie. La dernière partie, c'est la partie de la narration objective, où Benji ne parle pas, parce que, objectivement, un idiot sourd-muet ne parle pas. Tout au plus grogne-t-il. Et c'est bien ce que nous dit le narrateur à cet endroit, où il nous parle de la plainte que fait entendre Benji. Ce n'était rien, nous dit-il, juste du son. Mais la phrase suivante transforme ce rien en la virtualité d'un tout. Je cite, « Cela aurait pu être la totalité du temps, de l'injustice et de la douleur, prenant voix pour un instant par une conjonction de planètes. » Dans cette simple phrase se trouve à la fois condensée et remise en question les 2 grandes oppositions qui ont servi à hiérarchiser les humains à partir de leur manière d'être et de leur manière de parler. Ces 2 oppositions, elles ont précisément été formulées en parallèle dès la poétique d'Aristote et sa politique. Il y a d'abord l'opposition poétique que j'évoquais plus haut entre la chronique, qui dit seulement comment les choses arrivent, et la fiction, qui dit comment elles peuvent arriver. Et il y a l'opposition tout aussi célèbre dans la politique d'Aristote, qui fonde la communauté politique en séparant 2 usages de l'organe vocal humain. Il y a 2 usages de l'organe vocal. Il y a la voix animale qui signale le plaisir ou la peine éprouvée, et il y a le logos humain qui permet de manifester et de mettre en discussion le juste et l'injuste. Bon, dans mon livre, La mésentente, que vous avez la chance de pouvoir lire en tchèque grâce à la traduction de Josef Fulka, dans ce livre, j'ai voulu montrer que cette différence de la voix et du discours n'était pas en fait la donnée naturelle qui fonderait la communauté politique. Elle est au contraire l'enjeu même du conflit politique. La politique commence quand les gens que le partage du sensible institué rejette du côté des animaux bruyants, quand ces gens-là s'affirment comme des êtres parlants, participant à un monde commun et discutant sur le juste et l'injuste. Donc, dans le livre « La mésentente », j'avais illustré ce commencement de la politique
par la scène de la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin. Cette scène, d'abord racontée par Tite-Live, un penseur français, Ballanche, l'avait réécrite un an avant la Révolution française de 1830. Or, dans sa dramaturgie, le conflit entre plébéiens et patriciens portait tout entier sur une seule question. Est-ce que les plébéiens parlent ou non? Pour faire entendre leurs revendications, les plébéiens doivent d'abord faire entendre qu'ils parlent. Ils doivent le faire entendre à des patriciens pour qui c'est une impossibilité physique. Parce que dans ce qui sort des bouches plébéiennes, pour eux, il n'y a pas de parole. Il y a seulement, dit l'un d'entre eux, un son fugitif, sorte de beuglement, signe du besoin et non manifestation de l'intelligence. Fin de citation. La scène originelle de la politique, c'est celle où ceux et celles qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas parler, font comme si on les entendait parler. Et en faisant comme si, ils prouvent par cela même qu'ils parlent effectivement, et ils prouvent que ce qui sort de la bouche, ce n'est pas une plainte, mais l'exposé d'une question de justice. Et assurément, le roman de Faulkner n'a rien d'une œuvre politique engagée. Et pourtant, ces deux phrases sur la plainte de l'idiot nous offrent comme une scène originelle de la littérature, symétrique de la scène originelle de la politique figurée par ce récit de la sécession plébéienne. Symétrique et dissymétrique en même temps, car bien sûr, jamais l'idiot ne pourra prendre la parole sur aucun forum pour prouver qu'il parle. C'est donc à l'écrivain, et à lui seul, d'exposer cette totalité du temps, de l'injustice et de la douleur, prenant voix pour un instant par une conjonction de planètes. C'est là la forme spécifique de dissensus que la fiction littéraire pratique avec ces mots. La politique pratique le dissensus sous la forme de la parole collectivement prise par ceux et celles qui entendent donner la preuve qu'ils ou elles parlent. La littérature, elle, donne une parole singulière à ceux et celles qui ne peuvent pas faire cette preuve, qui ne peuvent absolument pas parler. En identifiant la voix du muet à celle de l'écriture muette, le roman de Faulkner exerce sa justice propre. Il construit le monde sensible commun dans lequel cette plainte est entendue comme discours. Et c'est un monde sensible qui inclut justement sa contradiction. D'un côté, il donne à l'idiot ce temps enrichi, ce temps multiplié en profondeur, à quoi s'oppose le temps monocorde des malins. De l'autre, il maintient la séparation irréductible entre l'idiot et les gens sensés. En effet, dans le roman, au monologue de l'idiot, s'opposent deux narrations qui n'entendent pas sa parole. D'abord, il y a la narration objective, qui entend seulement ses gémissements, et il y a le monologue du troisième frère, l'homme raisonnable, Jason, qui nourrit la famille de son travail, même si ce travail, en fait, c'est surtout des douteuses spéculations sur le marché à court terme. Mais Jason est, dans le roman, on peut dire, comme l'archétype de la rationalité économique et du progrès linéaire de l'histoire. Ce progrès qui pousse vers la porte de sortie les idiots et plus largement les inadaptés, ceux qui ne sont pas capables de s'adapter à la marche rationnelle du progrès. Et le temps donc du frère raisonnable Jason est tendu vers le moment où chacun sera à la place qui lui revient, le moment où il sera enfin maître chez lui et où l'idiot sera à la place qui lui convient, à savoir l'asile de fous. Or, la complexité même de la structure narrative du roman, avec son éclatement des temps et des voix, sert finalement à retarder indéfiniment le moment où Jason pourra mettre ce souhait à exécution. Elle sert à retenir l'idiot dans un temps et un monde commun. Et avec lui, à retenir dans un monde commun tous ceux et toutes celles que le temps de l'économie et du pouvoir, ce temps que Walter Benjamin appelle le temps des vainqueurs, pousse continuellement vers les marges, vers des espaces hors lieu et des temps hors temps.
tenir sur cette frontière où des vies qui vont basculer dans le rien s'élèvent à une totalité de temps et d'injustice, c'est peut-être la politique la plus profonde de la littérature. Bon, certains aimeraient la voir lancer les combattants à l'assaut, accompagner le mouvement victorieux du processus historique. Mais peut-être ces histoires qui semblent se tenir frileusement à l'écart des tumultes de la grande histoire en marche, peut-être ces histoires opèrent-elles un déplacement plus radical, car elles remettent en question la temporalité au sein de laquelle cet assaut et sa victoire sont pensés. Et là encore, je pense que c'est Benjamin qui a explicité ce déplacement. Il a affirmé en effet la nécessité de séparer ce qu'il appelle la tradition des opprimés de ce temps des vainqueurs dont la science marxiste l'avait rendu solidaire. La nécessité de lier la dialectique non plus aux avancées du temps, mais à ses arrêts, ses chevauchements, ses retours et ses conflagrations. Mais avant lui, peut-être certaines œuvres littéraires avaient su proposer les formules fictionnelles d'une rupture dans l'ordre du temps. Cette rupture contrarie les victoires de l'histoire en se tenant sur ce bord du temps où se brouille le partage entre les humains actifs et les humains passifs. Et bien sûr, elles l'ont fait sous la forme d'un travail des mots. Et certains sont toujours prêts à dire que c'est là interpréter le monde quand il faudrait le transformer. Et pourtant, c'est bien toujours un travail des mots qui est requis quand il s'agit de briser le mur qui sépare le bruit de la voix. Et l'opposition même entre interpréter et transformer est à la limite elle-même une interprétation. C'est un autre travail des mots qui aboutit à confirmer qu'il y a un temps des humains passifs et un temps des humains actifs. Ce n'est pas alors fiction contre réalité, mais fiction contre fiction. Deux manières opposées de construire le temps commun au sein duquel se déploie le paysage du possible. Il y a la fiction du processus global où chacun et chaque chose est à sa place, depuis le centre où siègent les vainqueurs, jusqu'aux périphéries où croupissent les attardés et aux asiles où on enferme les vaincus. Et il y a la fiction du bord du rien et du tout, qui condense le temps ou au contraire le fractionne et le démultiplie pour renvoyer cet ordre de la réalité solide et globale à son statut de temps parmi les autres, afin de renvoyer la science de la nécessité à l'arbitraire d'une interprétation. Pour rester, encore une fois chez Faulkner, c'est la partie de Jason, le petit calculateur. Peut-être cet écart des fictions et des temporalités prend-il une actualité nouvelle dans un monde où l'ordre capitaliste a repris à son compte la pensée marxiste du processus historique nécessaire, quitte à transformer la marche historique vers la révolution mondiale en marche historique vers le triomphe mondial du libre marché. Dans ce monde, le sort des individus inadaptés qu'on envoie à l'asile devient celui de populations entières, toujours plus nombreuses, qui sont repoussées dans des ghettos ou dans des camps aux marges du monde commun. Bon, en rappelant ce contexte, je ne veux absolument pas faire de la littérature quelque chose comme une médecine ou le refuge ultime d'un discours qui prendrait le parti de ses victimes, que le pouvoir des vainqueurs reproduit incessamment. Ce que le paradoxe de l'écriture de l'idiot implique, c'est beaucoup plus que la compassion pour les victimes. C'est l'existence de ce temps commun et ce monde commun dont nous parlait ce texte d'Auerbach dont je suis parti. Et je pense qu'il nous en parlait d'une manière un peu trop simple, car le commun est toujours en fait un certain rapport du commun et du non commun. L'ordre dominant nous dit qu'il n'y a qu'un seul temps, celui du monde globalisé. Mais ce temps commun, ce temps unique, est justement celui qui exclut sans rémission ceux qui ne lui sont pas adaptés, c'est-à-dire en fait ceux qu'il ne cesse lui-même de désadapter et de repousser aux marges. Tous ceux, toutes celles dont le temps de la valorisation du capital ne veut plus,
parce que leur temps de travail coûte trop cher. Ceux ou celles qui vivent dans des contrées trop peu sûres pour garantir la régularité du processus de valorisation du capital. Ceux et celles qui ne sont pas capables de s'adapter au temps accéléré ou au temps flexibilisé que le capital exige. Sans cesse, l'ordre dominant nous dit qu'il ne peut pas y avoir vraiment de communauté entre ceux qui connaissent les exigences du temps global et tous les attardés qui les ignorent. Par exemple, ces ouvriers attachés aux privilèges archaïques des acquis sociaux, ces migrants qui fuient leur pays arriéré pour d'illusoires pays de la richesse et de la liberté, ces fanatiques des religions et des sociétés traditionnelles, ces classes en déclin effrayées par la circulation mondialisée des migrants, etc. Contre cette brutale division des mondes, on a vu ces dernières années, sur les places de quelques villes, grandes et petites, se réunir des foules inédites, des foules d'hommes et de femmes qui, normalement, vivent dans les intervalles de temporalité différentes, les temporalités du travail salarié, du chômage, des études, du travail artistique et ses intermittences, de l'action bénévole ou d'autres encore. Ces foules ont détourné le temps et l'espace voués normalement à la circulation des hommes et des marchandises. Ils l'ont détourné pour constituer un temps commun, déconnecté en même temps du temps des flux économiques gérés par les puissances financières et des agendas des pouvoirs gérés par les États. À ces gens-là, pourtant, les explicateurs de l'ordre dominant disent que ce qu'ils font, ça n'est jamais que la parodie éphémère d'un autre monde, parce qu'ils installent leurs tentes au centre des grandes villes, loin de la jeunesse abandonnée des banlieues ghettos, loin de ces autres tentes où s'entassent les réfugiés des camps africains ou les migrants qui piétinent dans la boue du nord de la France, dans l'espoir d'atteindre l'Angleterre. L'ordre dominant nous dit, il n'y a qu'un seul choix, où on suit le rythme du temps des vainqueurs, où on se solidarise avec le temps des victimes, ou bien on accompagne les premiers, ou bien on secourt les secondes. Il arrive pourtant que certains décident de refuser ce partage et pour cela inventent des formes de fiction inédites, des formes de fiction qui récusent la frontière censée séparer les inventions de l'art des réalités de la politique. C'est ainsi que récemment, en France, un groupe d'architectes, d'écrivains, sociologues, photographes et autres artistes avait conçu un projet singulier à propos de cette jungle de Calais, dans le nord de la France, où les migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient s'entassent dans l'attente d'une traversée pour gagner l'Angleterre. Cette jungle était vécue, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette jungle était vécue par cette petite ville provinciale comme une verrue sur son corps. Or, ce groupe d'architectes proposait de renverser la perspective en imaginant, à partir du camp des migrants, le plan d'une ville nouvelle, une ville-monde du XXIe siècle, une ville ouverte sur tout l'univers, une ville cosmopolite qui abolirait la séparation des espaces, des temporalités et des formes de vie. Donc, ils calculèrent les coûts de cette ville du futur, ils publièrent les plans de cette ville du futur sur leur plateforme informatique, et même, ils firent encore un peu plus, puisqu'ils ont publié ces plans dans un magazine qui était une contrefaçon du magazine officiel publié par la municipalité de la ville en question. Et dans ce magazine factice, ils publièrent la lettre du maire que le maire n'a pas écrite, ainsi que la réponse du président de la République, que le président de la République n'avait pas fait lors d'une réunion qui n'avait pas eu lieu. Ils inventèrent ainsi tout un dispositif fictionnel, toute une scène sur laquelle ils faisaient, eux aussi, comme si leur démonstration était entendue par ceux qui ne voulaient absolument pas l'entendre. Bien sûr, il faut bien dire que les autorités ont refusé d'entrer dans ce jeu fictionnel. Elles se sont contentées d'opposer à cette fiction leur réalité, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des bulldozers raser le camp et nettoyer le lieu. Et certains diront bien sûr que cette conclusion montre les limites de telles entreprises et prouve que, justement, c'est de la fiction, ce n'est pas de la politique réelle. Mais on peut renverser l'argumentation et dire que ces sortes de
fiction politique montre que la politique dite réelle est elle-même la mise en œuvre d'une fiction. La fiction qui décide qui est légal ou illégal sur un territoire. La fiction qui décide quels sont les seuils de tolérance qui assurent la sécurité et l'harmonie dans un pays. Encore une fois, parler de fiction n'implique aucune sorte de relativisme. Au contraire, les fictions prennent souvent la forme de réalités solides avec leur poids de violence meurtrière. C'est pourquoi il convient de prendre les fictions au sérieux, au lieu de les traiter comme les traductions illusoires d'une réalité cachée derrière. Il fut un temps où la prise de conscience politique était volontiers identifiée à la dénonciation des fictions, au nom de cette réalité cachée. Peut-être sommes-nous aujourd'hui dans un temps, dans une situation inverse, où la fiction devient l'arme qui permet de lutter contre la fausse évidence d'une réalité posée comme unique et incontournable. C'est pourquoi il est utile quelquefois de rompre avec la logique qui voit dans les œuvres de la fiction déclarée l'expression déformée d'une réalité politique, économique ou sociale. Il est utile parfois de regarder ces fictions, au contraire, comme des formes de construction effective d'un sens commun et d'un monde commun. Utile donc de les confronter directement avec les formes qui structurent le monde que les pouvoirs dominants nous imposent de considérer comme le seul monde réel. Merci de votre patience. Donc je vais passer prudemment derrière et vous proposer éventuellement, dans la mesure de votre intérêt, de poser des questions à Jacques Rancière sur ces questionnements des différentes temporalités, du rôle du roman, de la fiction. Je prendrai les questions deux par deux, nous pourrons n'en prendre que quelques-unes. Y a-t-il des questions ? Non ? Je crois peut-être une là. Ah. Merci beaucoup. Ça m'a très bien plu, tout cela. C'est bon en français? Je peux... Non, d'accord. Mais je voudrais poser une question très simple. C'est si cette tradition du réalisme moderne ne pose pas un autre danger, que ce soit justement l'action qui soit exclue de la scène de la politique et de la parole. Non. Pardon. Bon, il est clair qu'une fiction est toujours une fiction, d'une certaine manière. Bon. Mais il est clair aussi que ce qu'on appelle action est toujours aussi, en même temps, la mise en œuvre d'une fiction. C'est-à-dire qu'une action, c'est pas simplement le fait qu'on se remue, quoi. Une action, y compris une action politique, c'est le fait que, on se remue d'une certaine manière, qu'on construise aussi un certain scénario. C'est le fait qu'on produise avec des effets, avec des mots, avec des images, avec des mouvements. Donc moi, si vous voulez, ce que je pense que j'essaye de faire, moi, c'est justement ne pas opposer un monde qui serait le monde de l'action à un monde qui serait le monde de la fiction. D'une certaine façon,
on est toujours dans la construction de certains types de scénarios, quoi. Et bien sûr, on peut dire qu'il y a des scénarios qui s'épuisent dans des pages imprimées, mais ces pages imprimées elles-mêmes, elles produisent des effets. Bon, de même que des actions qui peuvent se dérouler, au fond, sur un espace limité, quoi. L'action de quelques centaines de personnes qui disent « nous sommes le peuple » dans un État, dans une république qui est censée être la République populaire, bon, cette action, c'est aussi c'est un scénario. C'est un scénario, c'est pas vrai, ils sont pas vraiment le peuple, ils disent qu'ils sont le peuple. Et bon, ça se passe dans un espace relativement limité, et ça produit des effets. Donc, à mon avis, moi j'essaye, bien sûr, je comprends votre question, mais au fond, le problème toujours, malgré tout, c'est pas de savoir s'il faut agir. On agit tout le temps, en réalité. En réalité, on agit tout le temps et on fait tout le temps des fictions, quoi. Le problème, c'est de savoir quel type d'action et quel type de fiction produit quel type de monde, quoi. Bon, parce que, disons, bon, les gens qui, effectivement, au lieu de faire la révolution, sont entrés dans des cabinets de ministres socialistes, bon, bah, ils agissent aussi, quoi. C'est encore de l'action, quoi. Simplement, c'est pas la même action. Cette action ne construit pas le même type de monde, quoi. Donc, bien sûr, je veux dire, pendant qu'on lit un roman, pendant qu'on regarde quelque chose, bon, on n'est pas en train d'emmener des foules à l'assaut d'un palais gouvernemental, c'est clair. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui conduisent actuellement des foules à l'assaut d'un palais gouvernemental, et c'est pas forcément les gens qu'on voudrait. Donc voilà, moi je pense que, encore une fois, ce qui est important, c'est peut-être pour moi, malgré tout, de remettre en lumière, disons, la structure fictionnelle qui est propre, au fond, aussi bien à ce qu'on appelle action, que à, disons, la fiction déclarée, quoi. Et aussi, bon, du même coup, de mettre aussi peut-être en relief le fait que, oui, bon, mettre ensemble des mots, d'une certaine façon, c'est construire un certain type de monde, quoi. On parle beaucoup en ce moment du commun, bon, et il y a toute une grande excitation dans certains lieux philosophiques, certains lieux politiques sur la question du commun, des communs et ainsi de suite, quoi. Mais bon, je pense que la question du commun, elle se pose dès qu'on met quelques mots ensemble, bon, dans un discours ou sur une page, dès qu'on met ensemble bon, ben, des mots, des images, des gestes, des mouvements, dès qu'on construit un espace ou un temps par un certain type d'action, quoi. Et bon, c'est ça effectivement dont je parle, avec la conscience bien sûr que oui, bon, je n'ai parlé ce soir que de romans, quoi. Et un roman n'est jamais qu'un roman, et en même temps, bon, malgré tout, les romans construisent des mondes, et on peut dire que le roman moderne, a contribué effectivement à faire exister dans un monde commun aussi des gens qui n'existaient pas, qui étaient toujours aux marges de ce monde, quoi. Alors bon, ça n'a pas fait la révolution mondiale, mais celle-ci n'a pas encore été faite non plus, y compris par les gens qui se déclarent actifs. Ce n'était pas une critique. Alors, encore une question. Dobrý večer, ďakujem. Ja sa chcem opýtať, vo vašej knihe Nezhoda. Il marche le problème de, c'est pas le bon channel. C'est pas le bon channel. OK, can you start? Pardon, neviem po francúzsky. Vo vašej knihe Nezhoda reagujete na Baudrillarda aj, kde hovoríte, že teda vlastne on dáva všetko na povrch, zatiaľ čo vy ste, aspoň sa to tak javí v tej knihe, ste za zachovanie toho rozdielu medzi realitou a fikciou. Fikcia má byť nejaký spôsob, ako máme viesť novú politiku. Znamená to teda, že každý pokus o politiku má vychádzať z niečoho a priori nereálneho, aby ostal tento rozdiel zachovaný. Ďakujem pekne.
Bon, j'ai essayé de dire que précisément la fiction, c'est pas l'irréel, quoi, si vous voulez. On peut dire que tout l'univers, malgré tout l'univers des luttes politiques et des luttes sociales est fondé sur des notions qui sont des notions construites, des notions qu'on peut toujours récuser comme fictionnelles. Bon, lorsque vous parlez du peuple, par exemple, bon, le peuple, c'est une construction. C'est quoi le peuple? Le peuple, clairement, c'est pas la masse des gens. Le peuple, c'est une certaine construction fictionnelle qu'on peut construire différemment. Bon, je dirais, quand on parle de lutte des classes, les gens, disons, il y a toutes sortes de gens qui pourront vous dire, mais des classes, j'en ai jamais vu. Une classe, personne n'a jamais vu une classe sociale, par exemple, quoi. Bon, or, une classe sociale existe à partir du moment où il y a des scénarios qui disent que, bon, il y a une lutte des classes. Ou alors, autrement, bon, on peut dire qu'il y a deux notions. Bon, il y a une notion qu'on peut dire sociologique, où on vous dit, voilà, il y a des critères qui font qu'on va classer des gens, dans telle ou telle classe, en fonction de leurs revenus, leurs moyens, leur forme d'existence et tout. D'accord, là on peut dire que ce n'est pas de la fiction, et encore c'est quand même de la fiction. Mais dans le monde de la politique, précisément, le monde de la politique, c'est toujours fondé sur le fait que ça faisait intervenir des sujets qui sont supplémentaires par rapport justement aux groupes sociaux identifiables, aux personnes identifiables. Bon, peuple, prolétariat, classe, lutte des classes, tout ça, bon, ce sont des fictions, mais encore une fois, bon, les fictions construisent du réel. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que précisément ce qui caractérise ce que j'appelle le consensus, c'est-à-dire ce qui caractérise l'ordre dominant actuel, c'est qu'on nous dit plus de fiction. Bon, plus de fiction, bon, toutes ces histoires, classe, lutte des classes, peuple, ça veut absolument rien dire. Il y a des processus économiques qu'on peut décrire, il y a des formes de redistribution des revenus qu'on peut négocier, voilà, mais en revanche, bon, des classes, les classes, le peuple, tout ça, bon, ça n'existe absolument plus, quoi. Donc effectivement, je dirais que là encore que le maintien de la politique est lié au maintien de l'existence des fictions, parce qu'on nous dit bon, les grands récits c'est fini, les fictions c'est fini, quoi. Et tout l'ordre qui nous domine est fondé là-dessus, sur le fait bon, plus de fiction, voyons les choses en face, mettons les choses à plat. Bon, voilà, on va calculer des flux, on va voir comment on peut répartir ces flux, les redistribuer. Voilà, bon, on vous dit, bon, le peuple, je ne sais pas ce que c'est, mais en revanche, bon, je sais que si j'investis 0,25% de ce côté-là, 0,25% de ce côté-là, bon, ça peut produire tel et tel effet sur tel ou tel groupe de la population, sur telle et telle forme de commerce, sur tel et tel type d'échange. Voilà, donc, oui, fondamentalement, mon idée, c'est que pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait ce que j'ai appelé des formes de subjectivation, mais on peut dire aussi, bon, c'est des formes de fiction. Un sujet politique est toujours quelque chose qui existe, bon, au-delà, en excédent par rapport à tout ce qui existe comme groupe social, ethnique ou autre, ou sexuel, bon, identifiable. Donc, une dernière question. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord avec votre diagnostic d'une certaine surenchère réaliste dans la politique actuelle de nos pays qui mène à la frustration, à la marginalisation de ceux qui sont poussés toujours plus vers l'abandon. Et je pense que c'est là l'un des succès des nouveaux populismes, mais les fictions proposées par ces nouveaux populistes ne sont pas celles que vous auriez souhaitées. C'est soit les fictions d'un État ethniquement monolithique, c'est le cas même de la République tchèque qui ne veut pas des immigrés. Il y a des fictions politiques qui disent non, on aura la République tchèque seulement pour les Tchèques. Mais c'est même la fiction de l'État islamique qui est une fiction qui a aussi produit ses effets réels. Et comment vous faites la différence entre ces fictions xénophobes ou fanatiques et les fictions dont vous êtes défenseur?
Est-ce que c'est sur la notion du commun ou c'est un autre critère? Bon, je pense que, fondamentalement, pour moi, enfin, disons, il y a deux, effectivement, on peut dire deux, en gardant le mot fiction avec toutes les précautions que j'ai essayé d'imposer, on peut dire qu'il y a quand même deux grands types de fiction, quoi. Ou si on veut, il y a deux grands types de sujets politiques, quoi. C'est-à-dire, il y a des sujets politiques, enfin, il y a des sujets politiques qui sont, disons, des sujets qui sont fondés sur l'exercice, la reconnaissance et l'exercice d'une capacité qui est la capacité partagée par tous. C'est ce que j'ai essayé de dire. Bon, il y a un ordre normal des choses que j'ai appelé la police, où on peut dire chacun est à sa place dans son travail, fait la chose qui lui revient. Bon, les uns gouvernent, d'autres administrent, d'autres travaillent, d'autres s'occupent des enfants. Et puis la politique survient quand justement existe quelque chose comme une part des 100 parts, à savoir justement, au fond, un type de collectivité constituée justement par tous ceux qui n'ont pas une capacité spécifique, mais qui justement mettent en œuvre une capacité qui est la capacité de tous, la capacité qu'on peut reconnaître chez tous, quoi. Ce qui veut dire d'une certaine façon qu'un vrai sujet politique, enfin, bon, bien sûr, le mot vrai sujet politique est un peu gros, quoi, mais il faut aller vite, quoi. Un vrai sujet politique se reconnaît justement par ce que j'ai appelé un processus de désidentification, quoi. J'ai dit, bon, lorsque par exemple, bon, disons au 19e siècle, le prolétariat devient un sujet politique, le prolétariat, c'est pas les pauvres, c'est pas les gens qui vivent dans l'usine, c'est pas la classe ouvrière comme groupe sociologique, mais c'est un sujet qui se construit, on peut dire, comme acteur collectif, justement en se séparant de son identité propre, quoi. Or, bien sûr, que ce qu'on voit avec les populismes, avec les États ethniques, au contraire, c'est exactement le contraire, à savoir la tentative, effectivement, d'identifier en quelque sorte le sujet politique avec celui qui appartient à tel ou tel groupe, et bien sûr, du même coup, à tel ou tel groupe, et ça voudrait dire essentiellement à un groupe ethnique, quoi. Et bon, ce que j'ai essayé de dire, dans la mésentente, c'est que oui, lorsque on prétend bannir justement de la politique les fictions, on les voit nécessairement réapparaître, mais on les voit forcément réapparaître du mauvais côté, quoi. C'est-à-dire qu'on les voit réapparaître effectivement du côté qui est le côté identitaire. On a dit, oui, le peuple, ça veut plus rien dire, quoi. Bon, il n'y a plus de peuple, il y a des procédures. Et puis effectivement, à ce moment-là, ces procédures même, et notamment les procédures électorales, ont constitué quelque chose comme justement un peuple identitaire. Bon, je prends l'exemple de mon pays parce qu'il est assez significatif, pas parce que je suis chauvin, mais parce que je le connais mieux aussi peut-être. Dans mon pays, la montée de l'extrême droite, du Front National, on ne peut pas l'expliquer simplement, dire c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de la xénophobie. Non, c'est parce que c'est constitué une sorte, on peut dire, de vie politique officielle où il y avait des spécialistes de la politique qui, en gros, avaient les mêmes programmes, appliquaient essentiellement la même doctrine économique, ce qui faisait qu'effectivement, on peut dire que, voilà, il y avait, disons, la lutte politique était remplacée par une sorte d'alternance de partis de gouvernement absolument interchangeables, quoi. Et c'est ça quand même qui a constitué la force du Front National en France, de pouvoir dire, nous, on est hors système, eux, ils font leur petit jeu à eux, entre eux, quoi, la classe politique, et nous, on est le peuple qui est hors système. Et ça, c'est quelque chose d'aussi important, sinon plus important que simplement la haine de l'immigré ou la haine de l'étranger. Jacques Rancière, je crois qu'il est temps de vous remercier à la fois pour cette communication très riche et pour votre très grande disponibilité. Et moi, je souhaiterais remercier de nouveau, encore une fois, Adam Boudak pour nous ouvrir aussi libéralement les portes de la Galerie nationale pour ces événements. Et Yana Berankova, Michaela Hauser, Joe Feinberg et Nick Nesbitt, une nouvelle fois pour avoir permis cette rencontre. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ça va, c'était un peu dur au départ.